Et si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez dès à présent vous procurer le magazine Asia, nouveau venu dans le paysage médiatique français et qui consacre un dossier à la résistible ascension de la Chine. Notre invité aujourd'hui en est le rédacteur en chef, Pierre-Antoine Donnet. Bonjour. Alors vous avez été correspondant à Pékin et à Tokyo pour l'agence France Presse. On peut vous lire également sur le site Asialist. Aujourd'hui donc rédacteur en chef du trimestriel Asia, comprendre l'Asie d'aujourd'hui. Je le disais dans ces pages, des articles pointus. À qui se destine exactement cette publication ? Écoutez, on essaye de faire en sorte que ce magazine puisse s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire un public aussi large que possible. Un public qui connaît l'Asie, bien entendu, c'est un peu notre niche de priorité, mais en même temps, nous faisons en sorte d'écrire sur un mode qui puisse être intelligible, y compris par ceux qui ne connaissent pas la région et qui ont envie de la connaître. Parce que cette région, elle est encore assez largement méconnue. Or, c'est celle à la fois de tous les dangers et aussi de tous les charmes. Dans la mesure où, la première fois que je suis allé en Asie, j'avais pris le transsibérien, c'était en 1977. Donc la destination était le Japon. Et immédiatement, j'ai été frappé par les sourires, la bienveillance de ces populations. Et alors en même temps, c'est aussi le centre de gravité de l'économie de demain, avec un potentiel extraordinaire. Évidemment, la Chine, dont vous venez d'évoquer son extension sur le plan des zones d'influence, mais aussi le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Donc c'est un peu tout ça. Alors pourquoi justement ce type de publication sur l'information spécifiquement asiatique manque dans le paysage médiatique français et peut-être plus globalement européen ? Écoutez, tout simplement, Pierre-Yves Benoliel, qui est le directeur de la publication qui m'a entraîné dans cette aventure, et moi, nous avons fait le constat que, en fait, il n'y a pas aujourd'hui, à part Asia maintenant, de publication papier et aussi numérique spécifiquement sur l'Asie. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il y a là une région qui est encore méconnue et qui mérite l'attention d'un public francophone, que ce soit les Français, la Belgique, la Suisse ou le Luxembourg. Et comment on s'explique ? C'est culturel, c'est européen, c'est français, on ne regarde pas trop vers l'Est ? Vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement traversé par des zones de turbulence que, évidemment, au jour le jour, l'actualité, c'est l'Ukraine, c'est les États-Unis aujourd'hui et de temps en temps l'Asie. Mais je pense que tout simplement, ce public francophone a beaucoup à apprendre d'une région qui est immense, qui s'étend du Pakistan ou de l'Inde jusqu'au Japon, qui est immense donc par sa géographie, mais qui est immense également par ses cultures qui sont extrêmement diverses. Il y a en Asie une diversité extraordinaire qui demeure aujourd'hui et qu'on voudrait faire partager à nos lecteurs. Oui, d'ailleurs, j'en profite juste pour dire qu'on ne parle pas que de politique dans votre magazine, mais aussi de culture, parce qu'il y a aussi d'excellentes photos magnifiques de Kyoto. Vous évoquiez justement cet enjeu. Diriez-vous d'un point de vue politique, géopolitique, que l'Europe et plus particulièrement la France semblent ne pas avoir pris toute la mesure des enjeux qui se trouvent en Asie et en Indo-Pacifique ? Ce que je constate, si vous parlez des Français, en tout cas de certains milieux francophones, il y a eu très longtemps une sorte de romantisme que je trouve d'ailleurs parfois aveugle vis-à-vis de la Chine. La Chine a subi des changements considérables, mais cet attrait pour la Chine a en fait masqué tous ses voisins. C'est-à-dire qu'on avait tendance à surdimensionner la Chine. Aujourd'hui, on en revient petit à petit au mépris de tous ses voisins. Et en fait, ils sont si nombreux. Le Cambodge, le Laos, le Vietnam. La liste est très longue, et également le Japon, et donc tout ce que j'appelle l'Asie de l'Est. Et donc, cette revue, vous l'avez dit, en effet, n'est pas que géopolitique, tant s'en fout. Nous allons beaucoup parler, et d'ailleurs le numéro 1 en parle déjà beaucoup, de tout ce qui est culturel, de toutes ces civilisations qui sont assises sur des millénaires de savoir. Et ces savoirs, je trouve, nous apportent beaucoup dans ce monde d'incertitude d'aujourd'hui.
Et alors justement, pour en parler, qui compose la rédaction? Qui sont les plumes? Il n'y a pas que des journalistes, il y a aussi des experts. Vous pouvez détailler un petit peu qui compose cette rédaction? Alors en fait, nous avons décidé d'ouvrir nos colonnes, évidemment, à tous ces experts qui sont nombreux, que ce soit en France ou ailleurs, de la région. Mais aussi, nous ouvrons nos colonnes à des artistes, à des auteurs de livres, pour faire en sorte de donner une vision aussi complète que possible, pour sortir aussi des sentiers battus qui parfois mènent à des clichés. Et ces clichés sur l'Asie sont encore très nombreux et nous allons les combattre pour montrer l'Asie sous toutes ses formes telles qu'elle est vraiment. Et alors, j'évoquais dans mon introduction que c'était un nouveau venu dans le paysage médiatique français. Alors, pas tout à fait, hein, vous allez m'expliquer un peu l'histoire de ce magazine. Autre question en même temps, est-ce que c'est un pari un peu risqué de publier aujourd'hui un magazine totalement papier alors que les journaux multiplient leurs offres numériques et sont de plus en plus sur les réseaux? Alors d'abord, pour répondre à votre première question, effectivement, Asia Magazine avait existé il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, mais sa durée de vie a été assez courte pour toute une série de raisons. Alors vous avez raison de dire qu'en effet, on publie ce magazine trimestriel un peu à contre-courant de la situation de la presse écrite. Mais j'ajoute donc, je l'avais dit, que pour le moment, il n'y a pas de trimestriel, ni même de mensuel dédié à l'Asie, mais aussi que nous, outre la version papier, nous avons bien sûr une édition numérique. D'accord. Et cette édition numérique est d'abord évidemment beaucoup moins chère, mais aussi s'adresse à un public qui sort des frontières de l'Europe, partout à travers le monde. Merci. Eh bien, on ira aussi voir justement cette plateforme numérique.